Donc moi, j'ai envie de partir de ce que vous venez de dire là sur la construction concrète de réponses aux problèmes qui sont donc faites par les citoyens pour arriver au début avec Jérôme qui nous a présenté ces méthodes, ces méthodes de démocratie participative. Donc voilà, donc il y a un tour complet qui s'est fait là. Donc, du côté de Jérôme, ce qui est très intéressant, c'est la succession des inspirations qu'on a retrouvées aussi chez Diem25. Donc là, on voit bien qu'il y a un mouvement d'inspiration en inspiration. On construit quelque chose et que c'est par le concret. Moi, je retiendrai que c'est par le concret qu'on attire. Donc, plus il y a des actions concrètes, plus il y aura un déploiement de ce qu'on cherche à mettre en œuvre, des petites méthodes, des petites règles qui nous ont été bien expliquées par Jérôme. Et puis aussi, vous avez fait référence aux rêves, Jérôme aussi. Les rêves sont concrets et de ces rêves, on arrive à une ambition qui est de comment réécrire la Constitution chez Jérôme. Et donc, ambition, de même chez Diem25, de construire une démocratie au niveau de l'Europe. On retrouve chez Diem25 le souci d'horizontalité qu'a évoqué Jérôme aussi dans ces cercles, dans Partagir. Et effectivement, le constat, donc on voit donc, toutes ces actions qui surgissent là, et le constat indéniable d'un décrochage de la population, je ne reviendrai pas dessus, par rapport à un fonctionnement démocratique avec de la méfiance, procès d'intention, et alors qu'il y a des enjeux énormes pour lesquels il faut agir absolument dans l'urgence, le constat de l'impuissance des institutions. Donc le citoyen met en cause donc, le fonctionnement actuel de la démocratie et donc la proposition de Jean-Pierre avec deux niveaux d'intervention, un niveau de se donner les moyens de forcer à une ouverture, que le citoyen ait accès à l'élaboration de la politique et à sa mise en œuvre, parce qu'on voit bien qu'avec toutes les actions concrètes qui ont été décrites, on sait mettre en œuvre une démocratie. Voilà. Merci Chantal. Et donc là, si vous voulez, s'il y a des questions, j'ai vu une main qui s'est levée là-bas. On est à la recherche, bon, comme je vous parlais de la Ligue des droits de l'homme tout à l'heure, c'est une organisation intervenant dans le mouvement climat. Ça a un peu surpris. Bon, comme la manifestation a été interdite, le savoir-faire a pu servir. Ce qu'on apprend dans toutes les réunions où on va, nous les vieux militants, c'est ce qu'on cherche à apprendre, c'est les nouvelles techniques d'extension. Parce que cette idée de nous sommes tous citoyens, il y a longtemps qu'on le partage, mais le nous ne s'élargit pas beaucoup. C'est le tous. Bon, quand vous regardez le travail que font les militants environnementaux ou autres sur l'urbanisme, que font les associations de malades, l'intervention dans le domaine de la santé, il y a des experts, des contre-expertises qui sont reconnues par les institutions et qui d'ailleurs ne pourraient pas fonctionner sans elles. Mais est-ce que ce n'est pas... Monsieur Worms, des nouveaux notables, c'est-à-dire toujours les classes moyennes, toujours les cloches nouvelles. Comment peut-on faire convaincre? Et là, les premiers intervenants m'ont donné des éléments de réponse. Comment faire que tous soient tous, c'est-à-dire comment avoir des techniques, et notamment la prise de parole, et notamment les tours de... et notamment la dédatamisation, principalement de la prise de parole en public, mais convaincre chaque citoyen. Par ailleurs, chaque citoyen qu'il peut intervenir en fonction de son expérience personnelle. Par ailleurs, la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, on n'est pas pour l'usage du mot citoyen à tout moment. On n'est pas citoyen parce que 2-3, on se réunit, on fait une assoce, on est associé. Le citoyen renvoie une notion de cité. Et c'est aussi comment toutes ces expertises reconnues peuvent faire que nous soyons aussi des citoyens compétents
par rapport à des gens qui sont provisoirement élus, mais qui sont aussi des professionnels de la politique et qui construisent des structures comme les intercommunalités, les grandes régions où ils peuvent prendre des décisions peinards, pendant que nous, on discute du painting, c'est-à-dire quelle est la couleur des murs ou des fauteuils, des équipements qu'on n'aura pas demandé de faire. Aujourd'hui, à l'impuissance du politique. Le politique, pourtant, figure. Finalement, est-ce que les citoyens, ce divorce entre les citoyens et les institutions n'est pas dû également au sentiment que ces institutions ne servent que de faire valoir un pouvoir non démocratique qui n'est pas occulte, qui est des institutions transnationales et également multinationales, sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait justement militer pour un retour du politique et que pour le politique prime sur l'économique? Or, aujourd'hui, nous vivons l'inverse. J'essaie de joindre les deux questions. Hein. C'est évident que, je dirais, moins ceux qui ont le monopole de pouvoir politique dans les institutions, aussi bien au Parlement qu'au gouvernement, ou dans les institutions paragouvernementales, ils ont d'une part ce sentiment qu'eux seuls peuvent savoir, mais comme ils ne peuvent pas, ils ont de plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, non pas un peu d'ouverture d'esprit et de modestie, mais au contraire une affirmation encore plus forte et plus exigeante de leur monopole, voire des comportements de plus en plus exclusifs et autoritaires. C'est moi et moi seul, et vous êtes en train de mettre le désordre là où je suis capable de mettre de l'ordre. Et donc vous avez des crispations de plus en plus dures et fermées de la part de la classe politique sur un entre-soi absolument terrifiant, et d'autant plus fort qu'ils savent ne pas avoir prise sur la réalité des choses. Et les citoyens se sentent de plus en plus exclus. Alors, il y a des mécanismes qui pourraient briser ces monopoles d'une classe politique de plus en plus refermée sur elle-même et dans un entre-soi complètement autiste et sourd et aveugle à la capacité et à l'intelligence des citoyens. La première chose, effectivement, on peut imaginer, mais là je suis en train d'entrer dans des autres séquences, hein, on peut imaginer des mécanismes. D'abord, personnellement, je suis absolument convaincu qu'une des choses les plus urgentes à faire, c'est d'interdire totalement tout cumul de mandats politiques et de limiter très rigoureusement dans la durée l'exercice d'un mandat politique. Si, prenons comme hypothèse, pas plus que 2 mandats successifs, le même mandat. Donc, pour les mandats de 5 ans, ça veut dire pas plus de 10 ans. Pour les mandats de 6 ans, ça veut dire pas plus de 12 ans. Basta. Ça veut dire déjà que le comportement sera différent à la fin du 2e mandat que ce qu'il est aujourd'hui. On ne cherchera pas à conquérir la possibilité d'être réélu. Donc, on ne sera pas rentré dans ce clientélisme absolument terrifiant. Mais en plus, ça ouvrira la possibilité d'entrer dans l'exercice de responsabilité politique à des gens qui aujourd'hui, objectivement, par le cumul et par la durée, en sont exclus. Donc il y aurait une ouverture vers d'autres personnes. Et donc il y aurait cette espèce de césure qui existe entre la société politique et la société autre. Aujourd'hui, c'est 2 univers qui ne communiquent plus au niveau des personnels, des individus. Les carrières politiques seraient des carrières complètement différentes. Ça serait des citoyens qui auraient une période où ils exerceraient des responsabilités politiques et des responsables politiques qui auraient dans l'idée qu'il y a une autre vie que la politique possible pour eux. Quand on regarde l'évolution du personnel politique, c'est dramatique, comme en France particulièrement, à quel point vous avez maintenant de nouveaux élus qui n'ont aucune expérience professionnelle de quelque nature ce soit, autre que l'exercice de leur responsabilité politique. Ils sortent de Sciences Po et d'une grande école, et ils vont immédiatement dans un cabinet d'un directeur régional, etc.
vous avez des gens qui sont ultra armés en termes de diplôme et d'une incompétence sociale et économique dramatique parce qu'ils n'ont jamais rien fait d'autre que d'exercer le pouvoir politique ou de participer à l'exercice du pouvoir politique. Donc, de ce point de vue-là, c'est des réformes très simples, hein, le cumul des mandats, la durée limitée de l'exercice d'un mandat, ça peut commencer à changer les choses. Vous avez par ailleurs, mais vraiment, d'autres modes d'expression que le vote. Vous avez effectivement, beaucoup de gens travaillent sur le tirage au sort. Vous avez effectivement l'idée aussi qu'on peut avoir une assemblée qui soit assemblée effectivement tirée au sort et avec des compétences d'élaboration et de sanction de la décision politique. La quatrième chambre, il y a des tas de gens qui travaillent sur des choses de ce genre. Vous avez la possibilité de développer, en encadrant bien, beaucoup plus l'usage du référendum. Donc, vous avez, alors là encore, ce n'est pas des solutions magiques, mais il y a des embryons de solutions possibles pour casser cette espèce de fermeture du monde politique sur lui-même et d'exclusion des citoyens de l'accès aux responsabilités politiques. Je ne sais pas si ça... J'ai essayé de répondre un peu aux deux questions là. Mais le problème, c'est que c'est les séquences 2 et 3 qui sont là-dessus. Hein. Mais ce qu'on applique, ce que tu dis, ça va peut-être pouvoir, dans la question, la communauté économique sur le politique. Soyons très clairs, je pense que les citoyens ont la possibilité d'exercer du pouvoir sur les enjeux dont on parle. Très concrètement, hein, je veux dire, tout ce qui est aujourd'hui en faillite a commencé par le changement de mode de consommation sur les enjeux écologiques. Hein. Mode de consommation, mode de production, mode de sa façon de s'habiller, la façon de se nourrir. Il y a effectivement aujourd'hui un basculement assez radical à prendre en charge en matière de façon de vivre. Les citoyens eux-mêmes ont commencé, les familles ont commencé à vivre autrement. Les politiques publiques sont totalement en dehors du coup. Elles ne sont pas sur comment organiser autrement la mobilité, la façon de se nourrir, la façon de se vêtir, la façon d'élever les enfants, etc. Je ne vais pas reprendre. Donc il y a effectivement une compétence citoyenne déjà à l'œuvre et un savoir citoyen déjà à l'œuvre, totalement ignoré par le fonctionnement des institutions et de la classe politique. Je pense que c'est tout à fait possible d'organiser la représentation politique d'une autre façon pour l'ouvrir à ce savoir et à cette compétence citoyenne. Mais je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin parce que c'est vraiment l'objet d'une bonne partie des séquences 2 et 3 qui sont prévues cet après-midi. Donc, c'est pas... Bonjour. Ce sera peut-être l'objet de la séquence d'après, hein, je ne sais pas, mais l'idée, c'était effectivement, je rejoins un peu l'idée, de peut-être à un moment donné, de créer un lobby citoyen contre des lobbies qui seraient aujourd'hui bien en place, et que peut-être pour arriver à ce lobby citoyen, de créer un modèle, c'est-à-dire que dans l'idée de créer quelque chose, une nouvelle démocratie, de arrêter peut-être de cette démocratie représentative qui aujourd'hui peut-être a fait sa vie quelque part, hein, et aujourd'hui on se rend compte, de par les technologies qu'on peut utiliser au jour le jour, qu'on est en capacité de pouvoir être représentant de soi-même, donc de participer à un modèle qui serait peut-être plus grand. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à déjà réfléchir à un objectif, à un modèle précis, qui ne serait pas une démocratie représentative, parce que peut-être que la démocratie représentative aussi a ses travers du fait de la nature humaine, hein, tout simplement, et de réfléchir ensemble à un modèle qui serait notre objectif, pour savoir comment on partirait d'aujourd'hui vers une transition et une transformation vers ce modèle, et donc de définir ce modèle. Vous avez parlé de mise à jour, moi je fais de l'informatique, avant même de mettre un programme à jour, j'essaye d'inventer le modèle qui va exister. Et donc de partir de ce modèle que j'ai inventé pour savoir comment je vais faire pour transformer le modèle actuel pour arriver à ce modèle. Donc ma question c'est, est-ce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à intéresser les gens vers un nouveau modèle de démocratie? Mais on a eu tout à l'heure, il y a Saillant, il y a etc., des exemples très concrets de communes qui sont en train d'essayer d'inventer autre chose. Hein. Alors, bon, je suis très gêné parce que j'ai l'impression qu'on est en train de bouffer.
de bouffer le temps des autres. Mais je voudrais très rapidement, je crois parce qu'il y a un choix assez radical. Et là-dessus, moi j'ai une position très ferme personnelle. Hein. Il y a, et certainement, j'ai plein d'amis, de camarades, d'amis, qui réfléchissent à un autre modèle que la démocratie représentative. Comme si on pouvait se passer d'institutions issues de l'élection. Bon. Et donc faire fonctionner la société sur des modèles où la politique serait l'affaire de tous et non pas d'institutions spécialisées. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Je suis assez inquiet, pour être clair, et je suis assez opposé. Je crois que le vrai problème, il est de faire fonctionner autrement les institutions issues du suffrage et de construire par ailleurs des modes de fonctionnement et d'accès à la parole et à l'action publique d'intérêt général en dehors des institutions, un contre-pouvoir avec nécessité d'articuler les deux pouvoirs, un pouvoir citoyen autonome et un pouvoir citoyen institutionnalisé par la représentation et des logiques de rationalité administrative, mais et en même temps l'ouverture pour éviter que ce monde de l'institution se referme sur lui-même. Donc je pense qu'il faut travailler simultanément sur les deux plans. Construire un pouvoir citoyen, et aujourd'hui il est très diffus, très éclaté, et la problématique c'est comment en faire une force, par la communication, par la convergence, etc. Et par ailleurs transformer le fonctionnement de l'institution, non pas pour l'abolir et se passer des institutions politiques, mais faire en sorte qu'elle-même n'ait plus le monopole, soit ouverte et soit stimulée par cette énergie et cette capacité des initiatives citoyennes. Donc c'est l'articulation des deux plutôt que le remplacement de la démocratie représentative par autre chose où il n'y aurait plus d'élections. Et je crois qu'effectivement, donc, il y aura les deux on va répondre à ces deux aspects-là, dont ta question. Jean-Claude me faisait signe qu'effectivement, lui, il allait parler de ça, donc on va le voir dans l'après-midi. Oui, bonjour. Non, c'était juste pour apporter une réponse un peu plus, ou lancer le débat autour de la question de Madame tout à l'heure sur comment la politique peut se libérer de l'économique. Parce qu'on tourne autour du pot, mais on n'a pas vraiment apporté d'éléments de débat. Il y a 3 ou 4 points là qu'il faut citer. C'est la puissance des lobbies au niveau européen, au niveau français. On dit beaucoup que c'est eux qui écrivent les lois. J'ai eu l'occasion de voir le témoignage de José Bové sur la présence des lobbies à Bruxelles. C'est vrai que ce travail des lobbies, et c'est vrai au niveau français, est très fort, et je pense qu'il y a un vrai travail de régulation politique à faire autour de ça. Oui. Donc Jean-Pierre Hardy du mouvement Utopia. Donc j'aurai l'occasion de parler des outils tout à l'heure, de creuser un petit peu là-dessus. Donc j'ai parlé des lobbies, j'ai parlé au niveau français, on peut parler du pantouflage. Jean-Pierre vient de le dire, hein, la porosité extrême entre le monde politique et le monde des affaires. Alors l'ancien ministre de l'économie en est un exemple typique qui est beaucoup cité, mais c'est vrai quand on regarde ça en détail, on a beaucoup d'exemples. Un autre point qui tient les politiques dans leur... il y a un mot un petit peu vulgaire qui me vient, mais c'est pas celui-là qu'il faut employer, mais c'est tout le mécanisme de la dette au sens large. Et là, on est là aussi collectivement et même au niveau individuel tenu par ça. Donc c'est l'endettement qu'on a auprès des banques. On sait que depuis 1973, la création monétaire a été confiée aux banques privées. Et la dette, c'est un mécanisme qui est complètement pervers puisqu'il tient toute l'économie. C'est la dette qui tient en effet l'économie, et je pense que Varoufakis à Syriza, c'est celui qui s'est battu là-dessus. On n'a pas réussi à sortir de ce mécanisme-là. Donc c'est un troisième véhicule qui est extrêmement compliqué dont il est compliqué de sortir.
c'est pas forcément dans l'ordre, hein, j'ai pris les notes comme elles me venaient. Il y a un quatrième élément sur lequel on peut avoir un pouvoir de régulation, c'est les médias, c'est la puissance des médias. On a fait allusion au Burkini tout à l'heure, qui nous a tenus pendant 3 semaines, 4 semaines cet été, alors qu'il se passait bien d'autres choses beaucoup plus importantes, y compris du point de vue démocratique, pour nos libertés. Donc je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir un peu plus en détail sur les médias, mais c'est le contrôle par quelques grands industriels. Donc on parle de Bolloré, on parle de Draghi, etc. Draghi c'est un autre. Mais bon, ils doivent se connaître. Donc cette mainmise des médias sur lesquels on a des outils de régulation. Et puis un dernier point, on est à la Sorbonne, voilà, je suis très fier de parler à la Sorbonne, hein, mais le système scolaire, et c'est vrai que le système scolaire, en particulier en France, est un mécanisme de reproduction des élites qui est complètement fermé. Quand vous discutez avec des profs d'université, en particulier étrangers, ils sont effarés par la fermeture de ce système et ce mécanisme de reproduction sociale et politique, qui est quelque chose d'hyper important, quoi, et auquel il faut aussi s'attaquer. C'est une des priorités, mais qu'est-ce qui est prioritaire dans tout ce qu'on traite, j'en sais rien. Non, c'était pas franchement un désaccord, mais quand vous dites qu'il y a une émergence du savoir citoyen, du pouvoir citoyen, est-ce que c'est réellement nouveau ? Est-ce que c'est réellement nouveau ? L'émergence du mouvement syndical et coopératif à la fin du 19e relevait un peu du même processus. Dans l'après-guerre, on a eu tout un mouvement dans le logement, etc., qui relevait aussi du même processus. Les associations de parents d'élèves, tout ce type d'initiative, la Ligue des droits de l'homme, l'éducation populaire. Après 68, dans les années 70, ça a été également un mouvement de grande effervescence de ce point de vue-là. Donc moi, ma question, c'est comment éviter que ce qu'on peut vivre en ce moment ne retombe, se sclérose, s'institutionnalise, parce qu'on en reviendra dans 10 ans, 20 ans, 30 ans au même résultat. Alors, ce n'est pas nouveau, vous avez raison. Historiquement, il y a des phases où on voit effectivement la créativité sociale et économique issue du plus profond de la société qui est à l'œuvre. Effectivement, toute l'histoire d'ailleurs des coopératives, des mutuelles, etc., c'est une création qui est venue, et puis le syndicalisme et le mouvement associatif. Ce qui est quand même assez caractéristique, c'est que, d'une part, la construction de l'État social a institutionnalisé des choses qui étaient nées de la solidarité active en œuvre, mise en place par les citoyens. Et d'une certaine façon, au fur et à mesure du déroulement de l'État social et de la période de croissance, il y a eu une sorte de transfert de l'initiative créatrice de lien social, de solidarité, aux institutions qui en avaient la charge, et un appauvrissement. Moi, j'étais complètement dans le coup à ce moment-là, et je sentais qu'il y avait une sorte de... Ils vont s'en occuper. La victoire de la gauche, soyons très clairs, a donné le sentiment que ça l'est, et donc ça a accru ce phénomène de transfert de responsabilité du citoyen vers des représentants, d'autant plus que beaucoup de représentants politiques à l'époque venaient des mouvements associatifs et syndicaux. Donc il y a eu... Bon. Et aujourd'hui, je constate que dans la crise actuelle, il y a une renaissance. Alors c'est une renaissance, ce n'est pas une naissance, hein, mais extraordinaire de l'initiative citoyenne. Alors on redécouvre aujourd'hui, moi je prends par exemple l'enseignement. Bon, crise évidente de la capacité par l'école de créer de l'égalité entre les citoyens. Hein, la reproduction des inégalités, tout ça a été dit. Bon. On voit réémerger aujourd'hui, et j'en suis ravi, des gens qui s'inspirent de Marie Montessori, de Freinet, bon, de toute l'école de Genève, hein, de Piaget. Bon, il y avait
Bon, ça date des années 30, c'est-à-dire ça a pratiquement un siècle. Et toute notre mécanique, l'institution scolaire, y compris avec les parents d'élèves, y compris avec les syndicats, c'était en quelque sorte accaparé de la responsabilité de construire l'égalité citoyenne à travers l'école et avait mis de côté tous ces mouvements d'éducation moderne qui étaient modernes il y a presque 100 ans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette mécanique dont on croyait qu'elle était porteuse d'égalité a inscrit dans la durée les inégalités. Et donc, il y a un vrai problème de transformer le fonctionnement de l'école. Bon. Et aujourd'hui, alors, moi, je suis très impliqué là-dedans, c'est une tension à l'intérieur même de tous les mouvements liés à l'éducation, qui sont eux-mêmes traversés par des sentiments d'inquiétude, parce qu'ils ont le sentiment de perdre les institutions sur lesquelles ils ont construit leur statut et leurs droits, mais en même temps veulent absolument être partie prenante de la reconstruction de l'école. Et donc, c'est un enjeu considérable, absolument énorme, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a eu un phénomène de fait de réappropriation citoyenne de l'enjeu scolaire, qui a existé déjà dans le passé, mais qui aujourd'hui est plus... Et quel que soit le domaine social considéré, vous apercevez que les citoyens se remettent en mouvement. Mais le problème, alors, on aura à le traiter, c'est que cette reprise d'intérêt pour la chose, pour les biens communs, la reconstruction des biens communs par les citoyens eux-mêmes, ce mouvement est pour l'instant très très morcelé, très éclaté. Il est porté, il est rêvé, j'en suis absolument convaincu, par une majorité de nos concitoyens, mais il n'est porté sur la place publique que par une petite minorité dont nous faisons partie. Hein. Mais malheureusement, on reste dans une sorte d'entre-soi, on en parlait tout à l'heure, de ceux qui sont porteurs d'une volonté de transformation sociale, alors que cette volonté de transformation, elle est diffuse et très généralement partagée, mais on ne sait pas, il y a comme un mur de verre entre cette petite minorité dont vous faites partie, dont nous faisons partie, porteurs d'une volonté de transformation, et l'aspiration très largement partagée d'une grande majorité de nos concitoyens. On n'arrive pas pour l'instant à ce que la mayonnaise prenne. Bon, on y arrivera, hein, mais je pense que... Tout ça est déjà en graine, effectivement, c'est une renaissance, et je crois que ce dont on va traiter en deuxième séquence, c'est justement le fait de, si on n'arrive pas à ancrer ce fonctionnement, bah du coup, effectivement, c'est des mouvements qui se succèdent, mais comme dans le sable, l'eau vient et efface. Donc là, on parle d'un moment où peut-être on essaierait de changer les choses suffisamment pour que ça soit ancré dans quelque chose, des méthodes, etc., et pour que ça devienne un peu plus la règle. Je crois qu'on est exactement à ce moment-là, pour pas que ça soit, une fois de plus, quelque chose de formidable et qui va pas tenir. Donc c'est ce qu'un peu disait monsieur de la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'il a entendu dans les deux premières interventions des choses très concrètes qui pourraient permettre de plus se laisser avoir, pour repartir en arrière. Je suis d'accord avec votre recueil historique, disons. Nous venons, j'ai fait part d'un mouvement d'Utopia, concrètement. Et nous avons eu Edgar Morin, un sociologue comme vous, qui nous a fait un manifeste pour nous, pour qu'il adhère aussi. Donc, précisément en disant ça, il y a une quantité énorme de petits courants, de petites initiatives. Maintenant, on pense, personnellement, je pense, qu'il nous faut l'élaboration d'abord d'un projet de société largement participatif et ensuite la détermination d'une transition. On ne peut pas, si les projets de ces quantités de coopératives, de pas mal de propositions de la gauche ont fracassé, c'est parce que ce qui a fracassé, c'est la transition pour manque d'un projet suivi. Voilà, un projet suivi pour les gens même. Et alors là, un projet nous permet la transition, va nous permettre parce que la force est énorme. Sauf que si on les laisse comme ça, bon, les moyens de communication font ce qu'ils veulent. On a inventé un langage pour freiner l'évolution du mouvement social. C'est vrai. Donc, je reviens sur une autre notion qui me semble capitale pour les projets de société. Et ce matin même, j'ai trouvé un camarade et on a discuté pas mal sur le sujet.
moi je crois qu'il faut refonder les biens communs, la notion de bien commun. Mais cette camarade me dit non, c'est les biens publics. Donc moi je lui dis non, et j'ai lu sur moi ici une petite rédaction du bien commun qu'on le fait pour notre université d'été. Les biens communs, ce n'est pas la même chose. Ce que nous avons actuellement, c'est les biens publics. C'est un sac où rentrent les milliardaires et les chômeurs. Ce n'est pas possible. Les milliardaires de plus en plus gros et les chômeurs de plus en plus nombreux. Donc, les biens communs, par contre, en détail, on signale dans quel monde nous vivons, du point de vue universel, de la globalité, de la révolution de la communication, de l'influence de la technologie sur nos projets. Et nous permet de gérer point pour point, je peux te passer les projets après, point pour point ces projets de biens communs qui doivent guider la transition. On ne fera rien sans transition. Mais cette transition ne sert à rien sans un projet. Alimenté pour la base sociale. Voilà, je dis. Je retrouve effectivement la question que tu posais toi, un projet final, une transition, un process. C'est formidable, c'est ce qu'on va aborder en deuxième partie, justement, d'accord? Mais Donc... voilà.